à tous, mesdames, messieurs. Finir avec l'état et dysfonctionnement qui, chaque année, un peu plus, caractérise le système éducatif béninois. Trop tôt, le régime Talon aura retroussé les manches à travers une série de réformes. Pour beaucoup, les performances notées à l'issue des examens de fin d'année 2019 seraient l'une des conséquences directes, sinon des retombées heureuses, des courageuses réformes entreprises. Réforme du système éducatif sous le quinquennat de Patrice Talon. L'école béninoise, ses lettres de noblesse, enfin, retrouvées. Pour nous aider à apprécier un peu le chemin parcouru durant ces 4 années et les projections faites pour ce qui reste de ce quinquennat, nous recevons pour vous, sur ce plateau, l'un des acteurs du système éducatif, Jean-Eudes Tomawa, secrétaire général adjoint au niveau du département du littoral du SNEC-CP Bénin. Il a accepté donc de nous accompagner, enseignant de formation et toujours en activité, car il y en a qui, malgré eux, se retrouvent aujourd'hui à la maison. Jean-Eudes Tomawa fait partie, dit-on, des heureux élus. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci, partagé. Le travail, on le prend toujours au sérieux. Bon, je n'ai pas compris l'angle exprimé par ce mot-là. Sinon, tout travail était pris au sérieux. Ok, heureux de le confesser si c'était fait et heureux de savoir que ça continue de l'être. Car de ces enseignants qui ne prennent pas leur travail au sérieux, vous l'avez suivi, les ministres en ont parlé, il faut assainir l'écurie de JUAS. Louis Assoba, il a accepté de nous accompagner, journaliste indépendant, l'homme mène un certain nombre de recherches au niveau du système éducatif béninois. Il pense, comme beaucoup, qu'il y a encore fort à faire pour voir ce Bénin hier, quartier latin de l'Afrique, redorer tout son blason. Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël, merci pour l'invitation. Non, c'est moi. Merci pour la disponibilité. Très jeune, mais beaucoup sollicité sur ce dossier. Heureux de l'apprendre. Le Bénin a toujours de ses valeurs à célébrer. Alors, reprise de la rentrée des classes, actualité oblige, avant d'aller à ces nombreux chantiers ouverts. Ça fait peu que l'école béninoise, avec cette machine déjà mise en branle pour lui permettre de sortir la tête de l'eau, a dû mettre tout aux arrêts. Covid oblige. Mais dans la folie, l'école béninoise a encore repris du travail avec quelques nuances à apporter. Avant d'aller au fond du sujet qui nous unit, chers invités, si vous le permettez bien entendu, c'est d'avoir d'abord votre regard sur les dispositions mises en place aujourd'hui pour que, à l'arrivée, on ne regrette pas cette reprise qui continue de susciter malheureusement assez de grincements de dents, surtout dans le rang de parents d'élèves très inquiets, quelques apprenants aussi. Dites-moi d'abord, monsieur Jean-Eudes Tomawa, avec cette reprise annoncée, vous déjà à nouveau à la craie, vous avez démarré le cœur gros ou très confiant, comme certains, le ministre de tutelle en l'occurrence? C'est vrai que certains vont démarrer très confiants, parce que loin des possibles cas de contamination, ceux-là, ils vont nous dire d'aller à la craie, d'aller au chantier, d'aller au travail, d'être devant les apprenants et d'administrer le savoir. Ceux-là qui sont loin et nous envoient, eux, ils auront le cœur gros, s'ils sont pas, en tout cas, ils n'auront pas peur, parce que très loin. Mais nous sommes en contact. C'est vrai que dans cette situation, nous allons voir comment nous ménager. Parce qu'on ne peut pas te demander, nous ne sommes pas des militaires. C'est aucun que lorsqu'on te demande d'y aller, tu sais que c'est la mort, tu te jettes. Nous, on n'a pas signé, ou je n'ai pas signé ce serment-là. Donc, je ferai l'effort de faire ce qu'il faut faire pour ne pas me mettre en danger et mettre ma famille en danger. Merci beaucoup. Le travail sera fait, mais avec un peu plus de conscience. C'est heureux de l'apprendre. Oui, vous qui travaillez, comme je le disais à l'entame, sur un sujet aussi délicat, comment appréciez-vous cette reprise? D'abord, avant cette reprise, j'ai lu d'abord sur les réseaux sociaux quelques recommandations ou quelques propositions de certaines centrales syndicales proches de ce secteur-là pour essayer d'amener le gouvernement à prendre peut-être certaines dispositions pour une reprise sans risque. Mais le Conseil des ministres du mercredi dernier, quand j'ai lu le communiqué final, l'assouplissement qui a été fait et les dispositions que le gouvernement
apprise pour cette reprise-là, j'ai l'impression que quelque part, il y a un risque énorme. Le risque, si je veux rentrer dans le fond, je pense qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas pris en compte actuellement le nombre de cas que nous sommes en train d'avoir. Parce que, vous voyez, avant la fin, avant qu'on ne suspende les cours, il y avait un nombre de cas restreints. Mais aujourd'hui, on en dénombre déjà plus de 200. Est-ce que vous voyez? Dans ce contexte, je me suis dit, est-ce que le gouvernement a pris en compte cette réalité-là pour pouvoir essayer de trouver les dispositions à mettre en place pour qu'à la reprise, qu'on n'ait pas de risque? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'école. Et comme je l'ai dit quelque part, j'ai dit, quand nous parlons de Covid-19, il y a 3 lieux où il y a plus de progression. Je veux parler par exemple des lieux de culte, je veux parler de l'école et je veux parler des marchés. Mais l'école aujourd'hui, lorsque je vais rentrer un peu dans le fond, lorsque vous lisez le communiqué, vous allez constater que le gouvernement a dit que de la maternelle au CM1, ceux-là vont rester à la maison. De la 6e en terminale, les enfants iront au cours. Est-ce à dire que les élèves de la maternelle jusqu'au CM1 sont peut-être, en quelque sorte, face au risque, sont plus exposés que les élèves de la 6e jusqu'en terminale? L'autorité a expliqué. L'autorité a expliqué. Là, on aura, parce qu'on est au primaire. Oui. Au primaire, où on doit avoir 6 salles de classe, on a désormais une seule classe. Je suis entièrement d'accord. Des élèves qui sont en classe d'examen. Ils doivent aller aux examens. Tout à fait. Ceux-là, quand on sait qu'on a affaire à des effectifs pléthoriques, on les répartit dans les salles de classe. Ce qui permet de respecter la distanciation sociale. Et envisager, le gouvernement a pris l'engagement de mettre à disposition, dans la mesure du possible, bien entendu, les chefs d'établissement feront aussi ce qu'ils peuvent. J'imagine les parents vont accompagner, il faut un peu de tout pour aller de l'avant. En ce qui concerne sa responsabilité, pour ce qui a été officiellement dit, c'est qu'il y aura du gel, du savon, il y aura aussi des cache-nez, toutes choses. Monsieur Joël, oui. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est à croire que nous ne sommes pas au Bénin, c'est à croire qu'on n'a pas les mêmes informations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous prenez une classe de 6e, ce n'est pas 30 élèves. Non, on n'est pas en classe de 6e. Non, je dis, vous avez dit tout à l'heure que classe de CM1, ils sont actuellement à la maison. Oui, à cause du nombre pléthorique. Peut-être, ouais. C'est la même chose. Lorsque vous prenez les collégiens, également, il y a parfois jusqu'à 70 élèves dans une classe. Est-ce que vous allez au cours secondaire, mais oui. On reste au niveau du primaire pour apprécier d'abord. Je dis, est-ce que l'autorité n'a pas été sage de dire de la classe de CI à la classe de CM1, tout le monde reste à la maison? Mais je suis entièrement d'accord. On prend une école, c'est une école. Dans cette école, il n'y a qu'une seule classe qui fonctionne. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord. C'est ça, c'est là où je suis en train d'analyser. Je dis, si l'autorité a pris cette décision-là, de la maternelle au CM1, cette même autorité peut prendre la même disposition pour permettre peut-être aux classes intermédiaires de rester à la maison. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, lorsque je prends par exemple, dans mes recherches, j'ai constaté qu'aujourd'hui, dans les collèges publics, au moins, ils ont déjà fait le premier semestre. Oui. Et en dehors du premier semestre, les collèges ont déjà fait également le premier devoir du second semestre. Cela voudra dire que pratiquement, on est à déjà 70% de l'exécution du programme. Alors, est-ce que ce n'est pas possible de faire la même chose? Parce que le même risque se trouve au niveau des collèges où quand je prends une classe de 6e, on parle de distanciation, mais quand je prends une classe de 6e, 5e et autres, c'est 70 élèves, 75, 80 élèves. Je me dis, est-ce que le risque ne serait pas grand lorsqu'on va se retrouver là? Je vais vous donner un cas pratique également. Le risque est là. Autre chose, je pense que le travail serait bâclé. Le travail serait bâclé comment? Je vais vous donner un exemple. Je prends par exemple une classe de 6e qui a cours par exemple à 10 heures ou bien a déjà fait cours de 8 heures à 10 heures et doit rentrer en classe à partir de 10 heures pour finir à midi. Alors on va demander par exemple aux élèves de laver peut-être les mains
avant de rentrer en classe. Je prends par exemple 60 élèves, où chaque élève a peut-être, la salle a un robinet peut-être devant, comment on appelle, la classe à l'entrée. Chaque élève qui lave les mains pendant 1 minute. 60 élèves, ça fait 1 heure. Le cours va démarrer à quelle heure? L'autre chose, au collège par exemple, il y a cette histoire-là, il y a par exemple EPS, la matière EPS. Généralement on dit sport. C'est une matière de contact. Comment les professeurs de sport vont vouloir gérer? Encore, je prends par exemple la récréation à 10 heures. Lorsque vous rentrez dans les collèges, quand on dit 10 heures, mais les enfants affluent vers les vendeuses. Est-ce que les dispositions ont été prises pour essayer de voir tout ça? Je pense que ça serait vraiment pertinente. Mais on va demander à l'enseignant qui est en situation de classe en permanence, est-ce que c'est à l'État encore de venir dire aux enseignants, à 10 heures, prenez des dispositions pour que chacun aille vers la vendeuse en prenant une certaine distanciation et que chacun soit servi dans la mesure de ce qui peut être fait. Qui le fera? Les enseignants, c'est les enseignants qui vont faire ça. C'est l'État qui viendra à ce niveau encore. C'est les enseignants qui vont faire ça. Et lorsqu'on est incapable de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est pressé de dire revenez, encore qu'on n'a pas encore maîtrisé? C'est maintenant l'État a dit, on a commencé par faire le dépistage pour des groupes cibles. Ceux qui étaient plus en contact avec la maladie. C'est maintenant que nous avons commencé par constater ces résultats-là. Pourquoi l'État ne pouvait pas attendre la fin de ces résultats-là pour voir le nombre de cas que nous avons et majorer de quelques erreurs pour savoir les mesures à prendre réellement? Les élèves ont 15 minutes. Si je prends le cas de mon vis-à-vis qui évoque la récréation, les élèves ont 15 minutes pour manger. Je prends l'exemple de Soye Weho. Nous avons plus de 3000 élèves. La cour de récréation recevra au bas mot 2000 élèves. C'est fait comme ça au quotidien? Oui. C'est au quotidien. Parce que tous les 3000 ne viennent pas à cause de la situation de salle roulante ou de salle volante. Donc, certains sont à la maison, d'autres viennent. Mais nous utilisons à fond notre potentiel en matière de bâtiment ou de salle de classe. Ça veut dire quoi? Nous aurons tout au moins 1000 élèves ne peuvent pas rester à la maison un lundi. Nous aurons tout au moins 2000. Sur une cour de récréation, si vous voyez la superficie dédiée, choses là, au réfectoire ou à la cantine, vous allez constater que c'est une agglutination. Et les élèves ont besoin de payer dans un temps record et de manger vite pour se pointer encore en salle à 10 heures. Parce que lorsque la sirène retentit, le surveillant général sort avec sa chicotte. Qu'est-ce qu'on va faire? Où chaque parent prépare pour son enfant avant qu'il ne vienne et qu'il mange en solo. On est sûr que les vendeuses ne vendent plus. Bon, l'État a dit de dépister les vendeuses, mais la vendeuse va ramasser encore la maladie avant de rentrer. Si tant est que parmi les enfants, c'est-à-dire nos apprenants qui sont venus, s'il y a des cas de contagion, si d'autres sont contaminés parmi eux, ceux-là sont en train de crier, vendez-moi pour 25 francs, je vais payer pour 10 francs. Maman, tu ne me regardes pas, maman, ceci. Tu vas constater qu'avec ces salives-là qui sont... Non, mais n'oubliez pas, on a parlé du cache-nez. Ah bon? Vous laisserez les élèves sans cache-nez? Qui va leur donner le cache-nez? Les professeurs? Bon, c'est désormais obligatoire. Et chaque parent est informé. Vous ne laisserez pas les élèves venir en salle de classe sans le cache-nez, en dehors de ce que l'État fera. Si moi je vois même mon apprenant sans cache-nez, il est devant moi, je lui administre le savoir. Pourquoi il va lui dire de sortir? Si j'ai de l'argent, je lui paye le cache-nez. Si je n'en ai pas, il reste là, je fais le coup, je sors. Vous craignez qu'il y en a qui viennent sans le cache-nez? Oui, les gens n'arrivent pas à prendre 100 francs pour venir à l'école. Comment ils peuvent trouver du cache-nez? Ça, c'est autre chose, à moins que le gouvernement a fait de petits comités qui sont venus rester au portail pour en distribuer. Et les cantines scolaires? Oui. Non, c'est même pas au secondaire. Le secondaire n'en a même pas. Pas du tout? Non, le secondaire n'en a pas. Mais au primaire, n'évoquez plus cette histoire-là. Il faut laisser Comment ça. ça? Non, n'en parlez pas. Il faut aller vivre ça une fois avant de savoir de quoi il s'agit. C'est-à-dire, ne faites plus ce que tout le monde fait au Bénin. On en parle sans aller voir ce qui se passe là-bas. N'y allez plus. Non, les autorités, non. Vous savez, on est à l'heure des moissons. Vous avez suivi. Les autorités, votre ministre de tutelle est revenu sur un certain nombre de mesures prises pour permettre à l'école béninoise de redorer son blason. Alors, quand l'autorité parle, sa parole vaut ce que ça vaut. Vous n'allez pas nous demander de remettre en cause les propos de l'autorité. Maintenant, si sur le terrain, il faut constater autre chose, vous le dites. L'autorité est à l'écoute. Là où il y a des failles, il
vous avez suivi aussi l'autorité pour dire qu'il y a des brebis galeuses, des consignes données qui ne sont pas toujours respectées. Ça, ce n'est pas la faute à l'autorité, la volonté y est. Mais ceux-là, on va les extirper des rangs. Et déjà, il y a eu des affectations, même s'il y a des grincements dedans. Ça s'est imposé. Il faut encourager ce qui se fait déjà. Je ne suis pas du primaire, M. Juel. Ah oui, vous n'êtes pas du primaire, mais vous voyez ce qui se fait et ce qui se fera bientôt au niveau du secondaire. Donc, s'inspirer déjà de l'existant et apprécier au moins les efforts qui se font. J'ai vu quelques écoles où ils avaient dit qu'il y a eu des cantines. J'ai regardé, j'ai observé. J'ai discuté avec quelqu'un qui est aussi dans le feu de l'action, qui aime ce genre de choses et qui dit que tout se passe très bien, tout ça là. Et je lui ai dit, un samedi matin, nous sortons, nous allons cibler les écoles dont j'ai parlé. Nous avons fait le tour avec lui. Il a un véhicule, il a vu les écoles. J'ai dit, d'accord, le lundi, nous revenons à quelle heure? Il a choisi l'heure, nous avons fini de visiter, c'est fini. Il a baissé la tête, il a continué son chemin, le débat n'a plus continué. Et donc il a vu comment fonctionnent ces cantines. Donc il y a beaucoup encore à faire. Bon. Merci de nous apprendre. Alors, sur ce qui va se jouer ou se joue déjà, vous auriez recommandé à l'autorité de prendre quelles mesures actuellement? Pour la reprise non, on ne parle plus en termes de reprise, on y est déjà. Oui. On y est, on oui, y est, vrai, oui, donc... c'est vrai. Mais pour ce qui se joue là, bon, moi j'aurais pu proposer au gouvernement de congédier jusqu'en classe de 4e. De leur donner en même temps les vacances. D'abord pour le primaire, les élèves depuis mars sont à la maison et qui vont revenir le 10 août, venir faire 4 semaines maximum et repartir en vacances. Ça ne suit aucune logique. On leur demande de rester à la maison. C'est fini, ils sont en vacances. Ils ont déjà fait 70% du programme. Donc tabler sur le travail qui a été fait. Et puis ils sont passés en classe supérieure. Et on fera doubler des gens avec ce qu'ils avaient eu à faire? Oui. Mais vous savez qu'à la dernière minute, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Bon, c'est la maladie oblige. Ça a obligé même la Ligue professionnelle française de football à délibérer. Il y a des grincements dedans. Pas seulement. Il y a des grincements dedans. Le club qu'on appelle Lyon là, ne jouera pas la Ligue des Champions ni l'Europa League. Donc, comprendre. Pourtant, c'est un grand club. Quand on prend des décisions comme ça, ça arrive. Et puis, c'est ce qui est en cours là, c'est fini. On évalue sur ce qui est là, on ramasse, on dit bon. Et le reste, les enseignants qui vont à la rentrée prochaine, nous saurons. Les encadreurs du système vont revenir sur certaines notions pour dire il y a telle chose, pour revenir rapidement sur ces notions-là avant de commencer les nouvelles notions. Quand à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors, mesure corrective qu'il faut apporter, votre vis-à-vis, il faut savoir qu'au niveau du secondaire, on pourrait, comme pour caricaturer ce que vous avez eu à dire, mais avec quelques précisions, envoyer déjà à la maison ceux de la 6e jusqu'en classe de 4e, laisser seulement venir sur une classe de 3e et du terminal. Je veux même aller au-delà. Mon vis-à-vis a oublié la classe de seconde et de première. Si... Dans ma proposition, c'est qu'on laisse jusqu'en classe de 4e, 3e, seconde, première, terminale bien. Bon. Là, parce que c'est les classes du second cycle, ils sont un peu plus âgés, ils peuvent respecter un peu plus ou moins les mesures. Donc ça va empêcher les contaminations de masse, c'est tout. Okay. Moi je voudrais tout simplement suggérer à ce qu'on travaille avec uniquement les classes des examens. C'est-à-dire le CM2 que le gouvernement a déjà pris en compte, la classe de 3e et la classe de terminale. Parce que, lorsque je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous prenez le collège, c'est pratiquement à 70% qu'on a déjà peut-être exécuté le programme. Et avec les compositions et autres. Je dis même, si on ne veut pas ça, parce que lorsque vous prenez ce qui se passe actuellement, le parent qui a peur que son enfant ne soit contaminé et amène cette maladie-là à la maison peut interdire à son enfant d'aller à l'école. En ce moment, par exemple, si le professeur qui est à l'école fait par exemple une interrogation, l'autre qui est à la maison peut-être, il va se justifier comment? À la fin de l'année, il peut échouer banalement. Et donc, il faut mettre au même niveau tout le monde, donner la même chance à tout le monde. Congédier ceux-là, parce qu'on est déjà pratiquement à la fin de l'année, avant que cette histoire ne commence. Maintenant, recueillir ceux qui sont en classe d'examen et réorganiser autrement les professeurs. Et à partir de ce moment, peut-être il y a des professeurs qui n'ont pas des classes d'examen.
On peut faire autrement. Si par exemple, il y a une classe de 3e qui a 60 élèves, on peut diviser ça en 2 et en 3 peut-être, et permettre à ceux-là de faire tout possible, terminer le programme et aller à l'examen. Mais lorsqu'on va dire tout le monde, à Cotonou ici par exemple, où on constate que l'effectif pléthorique, c'est carrément une règle d'or. Ce G Sourulé, ce G Wiho et autres, lorsque vous rentrez dans une classe, ça va même jusqu'à 80 parfois. Et la classe même a jusqu'à 7 ou 8 professeurs. Est-ce que vous pensez que, malgré les mesures qui seront prises, on ne va pas avoir ce risque-là? Aujourd'hui, lorsque nous prenons par exemple l'exemple sur la France et autres, ce sont des pays qui ont déjà dépassé le pic. Nous, maintenant, nous avons commencé le dépistage. Je dis par exemple, le professeur qu'on a dépisté par exemple, et on a constaté qu'il est positif. Est-ce qu'on va laisser ce professeur-là continuer l'école ou on va le prendre en charge? Lorsqu'on est en train de prendre par exemple ce professeur en charge, qui va occuper les enfants? Une grosse interrogation. Et donc, pour que le gouvernement trouve la main facile pour gérer la situation, je pense que, de façon normale, il devrait congédier les classes intermédiaires et travailler avec les classes des examens. L'autorité est à l'écoute. On espère que ceci sera utile pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, ce qui a été fait peut être pas fait. Et pour ça, on n'aura jamais de cesse de le dire, toutes les contributions seront utiles. Alors, l'école béninoise, comment faire pour qu'elle puisse faire rêver encore, comme ce fut le cas des années antérieures? À cette interrogation, un certain nombre de chantiers ont été ouverts, vous l'avez constaté. À l'heure où on est, c'est l'heure de la moisson. Vous avez suivi les différents ministres, les différentes autorités, les responsables départementaux, chacun défilé avec sa note de satisfaction. L'enseignant que vous êtes, quand vous observez un peu, sur quel point vous vous dites, franchement, si c'était à refaire, non, les autorités devraient reprendre. Donc, il y a moisson maintenant. Vous avez suivi, s'il vous plaît, vous avez suivi les autorités qui ont parlé de l'heure de la moisson. Chacun est passé avec ce qu'on a pu obtenir. Et l'enseignant que vous êtes, bon, si vous n'êtes pas satisfait, vous le diriez. Mais à l'heure de la moisson, pour reprendre vraiment l'expression, qu'est-ce que vous vous dites? Je pose la question autrement alors. Bon, c'est bon. Ceux qui ont semé sont en train de moissonner. C'est bon. Moissonner pour l'école, s'il vous plaît, dont vous êtes un acteur. Pour l'école. Et c'est quoi votre regard? Lorsque je suis dans le système éducatif, j'observe de façon générale, je prends le cas particulier de mon collège où je suis. Ce que je sais, nous n'avons pas constaté ces moissons-là. D'abord parce que ça doit agir qualitativement sur les apprenants. Ainsi de suite, nous n'avons pas, en tout cas, je n'ai pas encore fait ce constat. C'est le constat que j'étais en train de faire depuis, pas forcément à partir de 2016, mais avant 2016, oui, que l'école est en train de dégringoler, ce constat demeure. Mais je vois, c'est vrai, le gouvernement est en train de prendre beaucoup de mesures pour pouvoir rendre l'école encore, ou donner à l'école plus de prospérité, ou régénérer l'école, pour que ce qu'on disait de l'école béninoise d'antan, mais c'est difficile d'y arriver, parce qu'il faut carrément reprendre dès la base. Mais les mesures prises ne vont pas jusqu'à la base, donc c'est difficile. Tout de suite. Ok, c'est votre regard ensemble. Oui. On va aller sur cet chantier, vous nous en direz un peu plus. Vous, dans vos démarches de recherche, qu'est-ce que vous avez constaté? Quel est le bilan que vous faites? Vous avez constaté que, d'abord, l'expression, c'est la moisson. Tout à fait. Et il y a un certain nombre d'exposés qui ont été faits. Quand vous revisitez ces exposés, que dites-vous de la moisson qui est faite? Lorsqu'on parle de moisson, moi, je situe ça à deux niveaux. D'abord, sur le plan des infrastructures et maintenant, au niveau des usagers, c'est-à-dire des acteurs eux-mêmes. Okay. Sur le plan des infrastructures, c'est vrai, l'État a engagé des démarches, mais je me demande, jusqu'à présent, on parle de quelle moisson effectivement? Je veux parler sur le plan des infrastructures. Vous avez spécifié. L'école, je prends par exemple le collège. Oui. L'effectif pléthorique, ça demeure toujours. Ah ben, c'est pas ce qu'on a entendu. Je répète, l'effectif pléthorique, oui, ça demeure toujours.
Lorsque vous prenez de... Mais, Monsieur Joël, descendez, allez dans les collèges. On a prévu le faire, ne vous en faites pas. D'accord. Mais c'est vrai que on parle de moisson. Après, oui. Je ne sais pas si l'État a englobé tout. Moi, dans mes recherches, je suis en train de spécifier les choses. Je dis, sur le plan des infrastructures, les réformes, on a engagé des réformes, je suis d'accord. Mais allez dans les classes, vous allez constater que jusqu'à présent, il y a des élèves qui s'asseyent à même le sol. À même le sol. Oui. Vous avez parlé d'effectifs pléthoriques. Élèves à même le sol. Quand je dis les élèves à même le sol, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de table banc pour l'élève. Avant d'évoluer, non. Sérieux, ça encore? C'est vrai que le problème ce problème-là existe dans certains collèges. Encore? Dans certains, même à Cotonou ici. Ah bon? Mais mon directeur du CEG Guiho, moi je l'ai félicité un jour. J'ai dit, directeur, vous avez beaucoup fait. Ah, okay. Vraiment, le CEG Guiho a réglé ce problème. Nous n'avons pas ce problème-là au CEG Guiho. On peut avoir 3 sur une table de 2 personnes. 3 sur une table, on peut en avoir. Mais c'est pas dans une salle, tu peux avoir 2 ou 3 de ce cas. Chez vous aussi, oui. Si on maintient tous les élèves à l'école, ceux du secondaire, vous risquez de ne pas respecter la distanciation. Non, on ne peut pas. Comment? C'est pourquoi on est en train de parler. Personne ne peut. Si on veut respecter ça... Ceci m'amène aussi à vous demander, vous, acteurs du système, vous avez été associés aux décisions là, qui ont abouti à ce à quoi on assiste actuellement? Non. D'abord, quand j'ai entendu la décision, je me suis dit peut-être que ceux qui nous dirigent là, ils nous dirigent depuis la France. Ils ne dirigent pas depuis le Bénin. On n'ironisez pas, on parle de sujets sérieux aussi. Mais le ministre était à la décision là. Lui ne visite pas les établissements. Il sait de quoi il s'agit. Personne ne peut respecter la distanciation entre les élèves. Personne. Personne ne peut respecter ça. Personne. Ok. Là, franchement, vous parliez des infrastructures. Oui, c'est un point. Je veux prendre maintenant le côté des acteurs eux-mêmes. Oui. Et lorsque vous parlez, on parle des acteurs, c'est beaucoup plus le problème d'enseignants. Ne dites pas que ce n'est pas réglé. Bon, Joël, c'est vous qui le dites. C'est pratiquement... les informations qui nous sont parvenues. Vous rapportez les informations, oui. Et moi, je suis sur le terrain. Sur le terrain, c'est la raison d'être de votre présence sur le plateau. Et donc, je dis, au niveau des acteurs, oui. Je vais spécifier les choses. Pour pallier au manque d'enseignants, on a recours à ce qu'on appelle... cette histoire d'aspirants préinsérés et autres. Mais posez-moi la question de savoir, est-ce que tout est réglé aujourd'hui? Non, la question que moi je vous posez, pas si tout est réglé, c'est de savoir, est-ce que ces aspirants au métier d'enseignant sont venus combler le gap? Ils sont venus combler, en réalité, ce que vous appelez gap, ou je ne sais quoi. Mais au fond... Le manque, la question de pénurie d'enseignants, c'est réglé avec eux ou pas? C'est réglé. Okay. C'est réglé. Mais il y a eu d'autres problèmes. Mais il y a eu d'autres problèmes internes. Le problème, c'est quoi? On a évoqué ça sur ce plateau. On dit aujourd'hui, la manière dont on est en train de traiter... Ça, ne vous en faites pas, les autorités les préinsérés. Les autorités vont régler ça. Cette manière, il faut revoir cette manière-là. Parce que je ne conçois pas le fait que, par exemple, un préinséré n'ait pas les mêmes avantages qu'un ACE ou autre. C'est vrai, on va dire que l'autre est dedans. Il y a de cela un bon moment. Maintenant, l'autre chose, je vais vous dire, oui. Lorsqu'on demande de combler, on est en train de combler le vide. Mais le vide qui est en train d'être comblé, ce n'est pas encore ça. Quand, par exemple, il y a eu manque, où on va prendre un préinséré qui a été testé en histoire-géographie pour venir enseigner le français. Ça, c'est réglé, non? Qu'est-ce qui est réglé? Je dis, aujourd'hui, oui. Lorsque vous prenez, par exemple, les aspirants, on a tellement fini avec la base qu'on est obligé, il y a eu encore manque d'enseignants, qu'on est obligé d'avoir recours maintenant à d'autres aspirants qui, peut-être dans leur matière, n'ont pas trouvé de poste. Et on a sollicité ceux-là maintenant pour venir enseigner d'autres matières. Non. Pour lesquels... Non, attendez, s'il vous plaît. Un aspirant dont le profil, j'imagine, c'est la science physique. Je vais être concret. Se trouve en train d'enseigner... Je vais être concret. Okay. Je prends par exemple l'individu A, qui, au moment où on faisait les tests, oui. Il est parti avec son diplôme de géographie ou bien d'histoire. Oui.
il est admis. Mais il n'a pas trouvé de place. Il est à la maison. Vous voyez? Et l'autre a fait les lettres modernes, a fait la linguistique, il a trouvé de place. Maintenant, il y a eu manque. Maintenant, on est obligé d'aller chercher celui-là qui n'a pas fait un test en français pour aller enseigner le français. Au même moment, vous prenez la base de données, on ne sait pas de quelle magie, par quelle magie, certains se sont retrouvés à la touche. On a dit parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de réussite. Quelqu'un qui n'a pas atteint le seuil de réussite, il est peut-être en lettres modernes et il est à la maison. Au même moment, il y a eu de pénurie et on va chercher quelqu'un en géographie pour venir enseigner le français. Encore, c'est vrai. C'est le dysfonctionnement que moi je suis en train d'observer. Et je vais prier le gouvernement, malgré les réformes qui sont entamées, d'aller au-delà pour que le travail soit parfait. Et quand on va dire la moisson, tout le monde va applaudir. Ok, merci beaucoup. Elles sont à l'écoute. Oui, votre vis-à-vis a évoqué pour parler en termes de moisson, de chantier ou de piliers indispensables. La question des infrastructures et puis la question de la ressource humaine. Quand on prend ces deux volets, quel élément en termes de complément avez-vous? En matière d'infrastructure, tout gouvernement construit des salles de classe, mais notamment au primaire. Ils construisent les salles de classe via les projets qui sont là. Et au secondaire aussi, ils construisent, mais via les projets. Mais aucun des projets ne construit les salles de classe dans la zone urbaine. Ils vont plus en périphérie ou en profondeur. C'est normal parce qu'ils disent que ceux-là en ont besoin. C'est vrai, ils vont dire que le gouvernement a construit près de 6 000 salles de classe et ainsi de suite. C'est vrai, c'est pas qu'ils mentent sur les chiffres. C'est vrai, ils en ont construit, mais ce n'est pas encore suffisant. Et on ne peut pas construire toutes les salles de classe et tout de suite. Ils sont en train. Mais par exemple, le CEJOWEHO n'a pas eu une seule salle de classe dans les constructions. Le besoin est... Forcément, sinon on peut avoir des salles roulantes. Okay. Maintenant, l'autre chose, nous ne réclamons pas les salles de classe forcément là, mais j'étais là quand ils ont envoyé des gens venus répertorier les choses, ce qui nous manquait au laboratoire, à la bibliothèque. Il y a 2 ans que le ministre a envoyé des éléments, ils ont fait ça, mais ils n'ont pas payé un seul matériel de laboratoire jusqu'à présent. Donc, moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est ils parlent d'autres moissons. Ces moissons-là aussi ne sont pas encore tout de suite perceptibles, parce que ces moissons-là sont venues encore poser plus de problèmes au système éducatif. Lorsqu'on va parler en matière de ressources humaines, le ministre dira que j'ai recruté des aspirants au nombre de tels, mais le problème se pose. Il va dire, en matière de moisson, j'ai fait évaluer les enseignants, il va dire, surtout les reversés, parce que lui, il ne nous voit pas. Surtout les reversés, il a fait évaluer les reversés. Mais là, je l'écoutais sur l'ORTB, sur le temps de moisson, ceux à qui il promettait, dans toutes les commissions qui se réunissaient autour de lui, avant l'évaluation, ils vont devenir des fonctionnaires de l'État, ce qu'on appelait anciennement agents permanents de l'État. Mais il n'a pas évoqué ça. Il a dit qu'il les a évalués, puis ils ont atteint le seuil de performance. Ceux-là, on va aller encore faire des formations modulaires complémentaires pour qu'ils tiennent toujours la route dans les salles de classe. J'ai compris que c'était de trompe. On demandait autre chose à la place d'autre chose. Ce qui choquait beaucoup, parlant de l'éducation au Bénin depuis un certain temps, c'est cette médiocrité, dit-on, ambiante. Quand on rencontre un enfant, il y en a même qui peinent à prononcer leur propre nom, de leur demander surtout pas d'aller à l'écriture. Il y en a qui ont le cahier ouvert, qui arrivent à recopier, puis on leur demande de lire. On est surpris de constater qu'à moins de la magie, ça n'arrive pas à lire, mais c'est écrit quand même. Aujourd'hui, est-ce que c'est un problème qui est en train d'être réglé? L'adéquation, qualité d'enseignant, qualité d'enseigner. Qualité d'enseignant, si les gens veulent, ils vont y aller, à la qualité de l'enseignant. Maintenant, s'ils ne veulent pas, c'est quoi la réalité? On est à l'heure des moissons. C'est quoi la réalité? Non, nous avons des enseignants qualifiés. Mais tous, non. Mais nous en avons qui sont qualifiés. Donc, à l'heure des moissons, le gouvernement qui est là a fait un seul concours pour recruter des enseignants. C'est-à-dire le concours annulé du président Yahya Boni, que le président Talon a encore repris en 2016 et c'est terminé, c'est le seul concours. Après ça, il a eu recours à l'aspirana pour remplir les salles de classe.
Donc, en matière de qualité d'enseignants dont nous parlons là, il y en avait la qualité avant leur arrivée au pouvoir. Cette qualité existe toujours. Mais après ça, ils n'ont rien fait pour améliorer cette qualité-là. Non, rien. Ah bon? Non, rien. On est à la case départ. Oui, rien fait pour améliorer. Mais je n'ai pas fini, M. Joël. Alors, il n'y a pas de problème. Voilà, par rapport aux élèves qui n'arrivent pas à écrire leur propre nom ou peinent à articuler des mots, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est le Bénin qui a créé. Un chantier qui a démarré. Pour corriger cela, où est-ce qu'on en est? Ça évolue ou pas? Ça traîne. Vous parlez de quel chantier? Pour corriger quoi? Mais le ministre en a parlé. Sortez, peut-être demain. Non, c'est pour savoir déjà. Et allez constater. Non, c'est bon, et vous allez revenir sur le plateau, c'est meilleur. Rien. Vous voulez quoi d'autre? Rien. Je reprends. Vous n'avez pas besoin de répondre. On a bien entendu, oui, dans vos recherches, vous constatez que sur ce plan-là, rien n'a vraiment bougé. Je dirais que c'est vrai que quand on parle de la qualité, tout part d'abord de la formation. Oui. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez le système éducatif béninois, combien ont le diplôme professionnel? C'est peu. Cela voudra dire quoi? Ceux qui ont plus, il y a plus d'acteurs, il y a plus d'enseignants qui ont de diplômes académiques que de diplômes professionnels. Tout part de là d'abord. C'est vrai que je peux avoir un diplôme académique et être performant. Mais le diplôme professionnel, c'est purement dans le domaine, on me forme dans le domaine sur le plan pédagogique. Donc, lorsque vous prenez l'indice là, vous faites la part des choses en même temps pour savoir que, certes, il y a la qualité, mais le manque de formation fait que on va toujours dire, quelque part, la qualité n'existe pas également. Du côté des enseignés, oui. Lorsque vous prenez les élèves, on nous dira que, bon, on va nous donner les chiffres, par exemple, des examens. Que, contrairement par le passé, voilà les chiffres réels, ça a montré qu'un travail est en train d'être fait. Mais je voudrais dire que ça ne serait pas seulement les résultats des examens qui seront les vrais critères pour montrer que l'enseigné est compétent. Il faut y ajouter? Il faut y ajouter d'autres paramètres. Tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas à écrire correctement leur nom. Oui. Mais par la chance ou bien, je ne sais pas, il peut être admis à l'examen. Cela voudra dire, une chose est d'avoir le diplôme. Mes collègues, je n'ai pas compris. Par la chance. Je le dis comme ça parce que, non, c'est vrai qu'à un moment donné, non, écoutez. Il se passe quoi? Non. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il y a les critères minimaux de performance. Je suis entièrement d'accord. Que c'est pas la chance qu'on s'est retrouvé là. Alors, ce sont les critères qui pêchent ou quoi? Quelqu'un qui n'arrive pas à écrire. Je ne conçois pas, Joël, si je peux terminer, peut-être il va prendre la parole. Allez-y. Je ne conçois pas qu'un élève en classe de seconde, par exemple, je donne un exemple, n'arrive pas à s'exprimer correctement pendant 30 secondes. 30 secondes, non, les mais qui a le... 30 secondes, vous en avez rencontré. Mais secondes, écoutez, vous n'avez pas dit en une minute. Je n'arrive pas à comprendre cela. C'est pourquoi, à des moments donnés, je dis, certes, on a des enseignants qui sont bien, mais lorsque vous rentrez dans le fond, en réalité, le diplôme est là, mais la compétence n'existe pas. Ça pose problème. Ce que je dis, je n'invente rien. Je ne suis pas venu sur le plateau pour inventer. Non, dites-nous, oui, vous l'avez promis, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Vos recherches vous ont-elles révélé qu'il y a un véritable désert de compétences au niveau du système éducatif, dans le lot des enseignants? Tout à l'heure, j'ai déjà évoqué ça. Je ne peux pas dire qu'il y a un désert de compétences, mais je peux dire tout simplement que dans le lot, il y a des qualités, comme dans le lot, il y a aussi ceux, avant d'avoir ces qualités-là, ont besoin d'être formés. Merci beaucoup. Et quelques compléments qu'il a, je m'en voudrais de ne pas vous poser des questions par rapport au CNE et autres. Donc, on va y aller rapidement. Je vous donne la parole. Oui, je disais tantôt que par rapport à ce qu'il a dit, que c'est pas par chance, il y a des critères. Et vous demandez si c'est les critères qui ont péché. Les critères ne pêchent pas. Il y a quoi? Les critères ne pêchent pas. C'est-à-dire les critères demandent de corriger telle chose. On ne corrige pas l'orthographe.
parce que nous ne sommes plus en orthographe. Nous sommes en histoire. On te pose une question d'histoire, tu as répondu à la question. Monsieur Jean-Thomas, Monsieur Jean-Thomas, on est un peu triste pour le Bénin, sérieusement parlant. On a envie de vous demander, enseignant, vous êtes en fonction. Comment faire pour retrouver cette période où vous rencontrez un monsieur en classe de CM2, une écriture impeccable, l'autographe au point, vous le prenez, cet homme qui ne s'est arrêté qu'en classe de CM2 à un élève de la classe de 3e aujourd'hui, les deux ne peuvent pas être ensemble. Terminal. Il se passe quoi? Mais ça, c'est inquiétant. Oui, ça interpelle tout le monde. Mais lorsque... Vous voulez dire qu'on n'a pas encore entamé le chantier pour arriver à avoir ce même résultat? Non, on n'a pas encore entamé ce chantier. On n'a pas encore entamé? Non, on n'a pas encore entamé ce chantier-là. Nous formons. Nous continuons par former les Béninois et ils sortent tels que vous les constatez. Mais nous n'avons pas encore entamé cette performance-là. Et lorsque le ministre prend un arrêté, c'est ça qui continue de me chagriner. Quoi? Lorsque vous soulevez les insuffisances, que nous rencontrons des élèves comme ça, face à un monsieur qui a fait le CM2 il y a longtemps, le ministre a un arrêté maintenant pour dire, lorsqu'il y a la barrière, pour dire moyenne de classe plus PPC. Avant, on faisait seulement moyenne de classe pour aller en seconde. Les examens étant aléatoires, vous passez, mais nous ne regardons pas la moyenne de classe pour aller en seconde. Nous ne regardons pas le diplôme pour aller en seconde. Oui. Parce qu'ils savent ce qui se passe lors des résultats. Oui. Le BPC passé, nous savons tous qu'on a dû ramener beaucoup de notes pour que les élèves passent. Notamment la note de mathématiques. Donc, conséquence, on dit, la moyenne de classe est fiable, est meilleure, donne une meilleure estimation par rapport à l'examen. Le ministre, avant lui, c'est-à-dire le ministre Kokou, a constaté encore qu'avec la moyenne de classe, c'est insuffisant. L'État continue. Il dit il faut coupler moyenne de classe plus PPC pour aller en classe de seconde. Mais l'actuel ministre a pris l'arrêté le 0-12 de l'année 2020 et a supprimé les choses-là, le couple et, c'est-à-dire la conjonction et même maintenant le ou, pour dire BPC ou moyenne de classe. Sérieux? C'est-à-dire on va remplir les seconds cycles à partir de l'année prochaine. Parce que les BPC, c'est à foison. Et à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On va développer dans un autre plateau. Vous permettez le temps qu'on va en partie. Je vais vous demander, est-ce que le CNE peut être une réponse à cet art qu'on observe encore aujourd'hui? Sa mission principale, c'est ça. C'est vrai que peut-être l'installation du CNE, vous concluez, ça n'a pas... que vous allez développer plus tard. Oui, vous concluez. Je pense que ça reste à faire. Le gouvernement a lancé les réformes. On est en train de parler de moisson, mais à l'interne, il faut que le gouvernement mette de bouchée double pour permettre d'aller au-delà. Merci à vous, Louis Assogba, vous aurez compris. Conclusion, 15 secondes. Merci, M. Joël, mais ma conclusion sera sur la dernière question de mon vis-à-vis. Je me pose la question, si au Conseil des ministres du 15 avril 2020, là, si le CNE a participé à cette décision pour qu'on crée l'Agence nationale de prestation. On s'approchera des autorités pour vous répondre dans un plateau antérieur. Merci à vous, Monsieur Jean-Eudes Thomawa, pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Merci également à vous, Monsieur Louis Assogba, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là, ne vous en faites pas. On s'arrangera avec eux pour poursuivre le débat. Pour l'instant, analyse du jour, cette citation de l'écrivain américain John Green. La vie, dit-il, n'est pas une usine, elle aussi les vœux. On ne récolte que ce que l'on a semé. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.